merveilleux voyage des saumons. Sur les rives ouest des rivières de l'Amérique du Nord, vit un des migrateurs les plus intéressants du monde. Ceux-ci sont les saumons qui, en affrontant diverses difficultés, franchissent les rivières et les vallées. La vie des saumons commence avec les œufs que leur mère dépose dans un cours d'eau peu profond. Le premier repas des bébés qui grandissent sont les sacs nutritifs disposés spécialement à l'intérieur des œufs. Et quelques semaines plus tard, ils atteignent la taille suffisante afin de se chercher de la nourriture dans le cours d'eau. Pendant environ 1 an, ils continuent à vivre dans le cours d'eau et dans ce laps de temps, ils grandissent de plus en plus. Les saumons furent créés avec une constitution leur permettant de vivre à la fois dans l'eau douce et l'eau salée. Quant au but de cette création, il est caché dans le voyage miraculeux que ce poisson va faire. Un matin de printemps, des milliers de saumons commencent à migrer tout le long du lit de la rivière. Quant à l'objectif qu'ils vont atteindre à la suite de ce voyage qui va durer des semaines, il est magnifique. L'océan Pacifique. Dès qu'ils atteignent l'océan, le mécanisme génétique des saumons produit un changement structurel dans leur corps et le poisson est alors en mesure de vivre dans l'eau salée. Tout au long des 1 ou 4 années suivantes, ils vont parcourir des distances gigantesques dans l'océan. En sortant des rives de l'Amérique, ils passent à côté de l'Alaska et en traçant un grand arc vers le Japon, ils reviennent. À l'issue du voyage, les saumons sont arrivés à maturité et ils sont fin prêts pour le dernier et plus intense voyage de leur vie. Ils vont retourner chez eux, c'est-à-dire dans le lit du cours d'eau où ils sont nés. Dans le lit du fleuve où ils sont passés des années auparavant pour atteindre la mer, maintenant, ils commencent à nager dans le sens tout à fait opposé, c'est-à-dire à contre-courant. Aucun obstacle se présentant en face d'eux ne les décourage. Lorsqu'ils rencontrent des chutes d'eau, ils poursuivent leur route en sautant hors de l'eau. Ils peuvent même franchir des obstacles de 3 mètres en sautant. Ils poursuivent avec détermination leur itinéraire qui atteint parfois les 3200 km. Tout au long de ce voyage, ils ne mangent rien. Ils utilisent l'énergie qu'ils ont emmagasinée auparavant alors qu'ils étaient en mer. Et à la fin, ils arrivent sans faute au lit de la rivière où ils sont venus au monde des années auparavant et ils y déposent leurs œufs. Ils ont accompli leur devoir. Après une courte période, ils meurent. Ce voyage des saumons est un des événements les plus étonnants dans la nature. Après avoir vécu plusieurs années dans la mer, comment des milliers de saumons trouvent-ils le lit de la rivière où ils sont nés? Pour cela, ils doivent d'abord trouver leur cours d'eau parmi les milliers qui se jettent dans le gigantesque océan Pacifique. Et ensuite, tout le long du cours d'eau,
ils doivent nager sans se tromper, malgré le fait que celui-ci se sépare en branches plusieurs fois, et à chaque embranchement, ils doivent prendre la bonne décision et aller dans le bon sens. Les saumons réussissent cette opération qui semble impossible. Très bien, comment et pourquoi? Regardons d'abord la réponse à la question « Comment ?». Les recherches montrent que les saumons ont été créés avec un système sensoriel spécial afin d'accomplir ce voyage. Pour s'orienter dans les océans, ils furent créés avec des boussoles naturelles qui perçoivent le champ magnétique terrestre. Par ce moyen, dans les eaux immenses du Pacifique, ils trouvent leur chemin sans faire d'erreur. Seulement, la vraie question est de savoir comment les saumons ont trouvé le lit du cours d'eau où ils sont nés. Ceci nécessite un tout autre système que la boussole naturelle. Les recherches effectuées à ce sujet montrent que les saumons furent créés avec l'organe olfactif le plus sensible du monde et qu'ils trouvent le cours d'eau où ils sont nés en suivant l'odeur de ce dernier. On ne pense pas tellement que les cours d'eau puissent avoir une odeur qui leur est propre. Seulement, dans la réalité, chaque cours d'eau sur Terre a une composition chimique qui lui est propre. La plupart du temps, les différences entre ces compositions sont si petites qu'elles ne peuvent pratiquement être perçues par aucun être vivant, hormis les saumons. Un des événements les plus intéressants qui révèle l'aptitude des saumons à s'orienter fut vécu dans la ferme d'élevage de poissons de Prairie Creek, en Californie du Nord. Une découverte faite dans cette ferme a révélé une surprenante aventure de migration. Le 2 décembre 1964, dans l'un des bassins de reproduction de poissons de la ferme, un saumon plutôt grand, qui a atteint ses 2 ans, fut découvert en train de nager parmi les centaines de poissons bébés. Sur la nageoire arrière du poisson, il y avait la trace des clips en métal spécial de la ferme d'élevage de poissons de Prairie Creek. Cette situation montrait que ce poisson était l'un des saumons élevés dans cette ferme il y a 2 ans de cela, puis il avait été relâché dans l'océan. Mais en revenant de l'océan, comment le poisson a-t-il pu entrer dans le bassin fermé de la ferme? Il y avait un détail qui donnait une idée à ce sujet. La grille en métal du couvercle de la boîte donnant sur le canal utilisé pour évacuer les eaux excédentes du bassin était cassée. Est-il possible que pour pouvoir revenir à l'endroit où il est né, ce poisson soit entré dans les conduits d'eau de la ferme et qu'il ait accédé au bassin après avoir cassé le couvercle de cette boîte? Concernant le fait, il n'y avait pas d'autre explication que celle-ci, mais quand on pense au trajet que ce poisson devait parcourir de l'océan jusqu'à ce bassin, cela semble impossible. Pour que le saumon puisse retourner à la ferme où il est né, il devait commencer son voyage de ce point, c'est-à-dire de l'endroit où le fleuve Redwood Creek débouchait sur l'océan. Ensuite, le poisson devait nager 5 km à contre-courant et il allait ainsi parvenir au premier embranchement. À cet embranchement, il va prendre la bonne décision et se diriger vers le nord. Seulement, après un certain temps, il allait venir à une bifurcation plus ardue. Car, dans cette bifurcation, pour le saumon, il y avait 2 signaux très similaires l'un à l'autre. La ferme de poissons où le saumon est venu au monde était tout juste située au milieu de la bifurcation. Le premier choix qui vient à l'esprit, c'était que le saumon aille à droite, car l'eau de la ferme coulait du côté droit. Mais pour une certaine raison, il a choisi le côté gauche, et il a commencé à s'approcher de la ferme où il est né par la partie arrière. La raison de cette décision étonnante était cachée sous l'autoroute qui passe dans la région. Sous l'autoroute,
il y avait un canal où étaient jetées les eaux excédentes de la ferme d'élevage de poissons. Dans les périodes normales, très peu d'eau vient de ce canal et elle est absorbée par la terre avant de pouvoir atteindre la rivière. Mais cette année, il avait beaucoup plu. En raison de la pluie, les eaux du canal ont pu atteindre la rivière. Ce courant d'eau peu profond était suffisant pour montrer le chemin au saumon. Le saumon, en suivant l'odeur qu'il reconnaissait, avait dû devoir sortir de la rivière et avoir progressé tout le long du conduit d'eau. Dans une eau haute de seulement 5 ou 10 cm, il devait à la fois nager et se traîner. Ensuite, il devait trouver le bon chemin parmi les conduits d'eau complexes à l'intérieur du tunnel. Même s'il réussit cela, à la fin, il allait encore être pris au piège. Il allait être coincé à l'intérieur du canal en béton de la ferme qui se trouve sous ce chemin en bois. Mais le saumon n'a pas abandonné. Il a trouvé le tuyau de 12 cm de diamètre reliant ce canal au bassin. Il a avancé tout le long de ce tuyau et il s'est trouvé face à face avec un dernier obstacle, la grille en métal devant le tuyau. Quant à cet obstacle, il l'a franchi avec de solides coups de tête. Et donc, à l'issue de cet incroyable voyage, le saumon est arrivé dans un petit bassin où il est venu au monde il y a 2 ans. Après avoir calculé cet itinéraire, une idée est venue aux employés de la ferme d'élevage de poissons. Se peut-il qu'il y ait d'autres saumons qui étaient revenus au nid? En se disant que peut-être qu'ils trouveraient quelque chose, ils ont démonté les pièces du chemin en bois et ont regardé le canal se trouvant en dessous. Ils furent très étonnés. À l'intérieur du canal, il y avait exactement 70 saumons qui portaient les clips en métal de la ferme d'élevage de poissons. Toute cette histoire extraordinaire des saumons nous présente des preuves importantes au sujet de la création. Si on fait attention, chaque étape du voyage réalisé par le poisson fut calculée avec minutie. D'abord, le fait qu'il existe un programme qui ordonne au saumon de retourner dans le lit de la rivière où il est né, et ce, bien des années après, est un grand miracle en soi. En plus de cela, le fait que ce poisson possède le sens olfactif le plus sensible du monde, ainsi qu'un système de boussole naturelle lui permettant de trouver son chemin dans l'immense océan, ne sont certes pas des aléas. Tout ceci montre que le saumon est un être vivant spécialement créé pour le chemin de migration déterminé pour lui. Quant à celui qui crée le saumon avec ses particularités extraordinaires, c'est Allah le Très-Haut, le créateur de tous les êtres vivants et le Seigneur de tous les univers. Le miracle chez l'abeille.
L'un des êtres vivants les plus intéressants dans la nature sont les abeilles qui, avec le miel qu'elles produisent, nous offrent un festin magnifique. Les abeilles vivent sous forme de colonies dans les ruches qu'elles ont bâties avec de grands efforts. À l'intérieur de chaque ruche, il y a des dizaines de milliers de petites alvéoles hexagonales qu'elles ont construites pour stocker le miel. Pour remplir ces alvéoles avec du miel, les abeilles sont tenues de collecter du nectar dans les fleurs. Ceci est une opération plutôt laborieuse. Les dernières recherches scientifiques ont montré que pour produire un demi-kilo de miel, les abeilles doivent visiter une à une environ 4 millions de fleurs. Rien que le fait de trouver l'emplacement de ces fleurs est une affaire difficile en soi. Pour ce travail, les abeilles chargent certaines d'entre elles en tant qu'exploratrices et messagères. Comment ces abeilles messagères trouvent-elles le chemin des sources de fleurs dans des espaces aux dimensions gigantesques comparés à leur propre taille? Comment retournent-elles à leur ruche sans se perdre et sans se tromper de chemin? Et le plus important, comment indiquent-elles l'emplacement de la source qu'elles trouvent aux autres abeilles de la ruche? En étudiant ces questions, des vérités très intéressantes furent révélées. À l'écran, vous voyez une abeille messagère qui a trouvé une source de fleurs. Le devoir de cette abeille messagère est de retourner à la ruche et d'indiquer aux autres abeilles l'emplacement des fleurs. Dès que l'abeille messagère retourne à la ruche, elle commence à indiquer aux autres abeilles la source des fleurs qu'elle a trouvées. D'abord, elle fait goûter une petite partie du nectar qu'elle a collecté des fleurs et ainsi, elle leur donne des informations concernant sa qualité. Ensuite, la vraie opération commence, c'est-à-dire l'indication de la direction. L'abeille donne cette indication avec un procédé très intéressant, en dansant. L'abeille messagère commence à danser en faisant vibrer son corps au milieu de la ruche. C'est difficile à croire, mais les vibrations qu'elle fait lors de cette danse vont apprendre aux autres abeilles toutes les informations nécessaires concernant la source des fleurs qu'elle a trouvées. Par exemple, si la danse qu'elle effectue est sous forme d'une ligne droite vers le haut de la ruche, cela veut dire que la source de nourriture est exactement dans la direction du soleil. Si les fleurs sont tout à fait dans la direction opposée, cette fois-ci, l'abeille messagère décrit une ligne vers le bas de la ruche. Regardez, maintenant, l'abeille effectue une danse juste vers le côté droit. Ceci montre que la source des fleurs est du côté droit avec un angle d'exactement 90 degrés. Quant à cette abeille messagère, elle indique à ses amis une inclinaison qui est à 45 degrés par rapport au côté gauche du soleil. Seulement, il y a ici un problème. L'abeille indique la direction en fonction du soleil. Or, le soleil est en mouvement permanent. Toutes les 4 minutes, il glisse d'1 degré vers l'ouest. Dans ce cas, on peut s'attendre à ce que les abeilles se trompent. Or, les observations effectuées ont montré que les abeilles calculent également ce mouvement du soleil. Lorsque l'abeille messagère indique la direction, pour chaque 4 minutes qui passent entre-temps, elle fait glisser d'1 degré supplémentaire vers l'ouest l'angle qu'elle donne. Au moyen de ce calcul magnifique, les abeilles trouvent leur direction sans se tromper. Les abeilles messagères n'informent pas uniquement sur la direction des fleurs, mais aussi sur leur distance. La durée de danse de l'abeille et le nombre des vibrations du corps au cours de la danse informent aux autres abeilles la distance et ce, de manière exacte. Et celles-ci prennent la route après avoir emmagasiné suffisamment d'énergie pour cette distance. Ces caractéristiques merveilleuses des abeilles ont été testées avec une expérience réalisée en Californie, aux États-Unis.
Dans l'expérience, 3 récipients avec une certaine quantité d'eau sucrée furent déposés dans 3 endroits différents. Un temps après, les abeilles messagères ont découvert ces sources. L'abeille messagère qui a atteint le premier récipient fut marquée d'un point, celle qui a atteint le deuxième récipient d'un trait et celle qui a atteint le troisième récipient d'une croix. Quelques minutes après, on a vu que les autres abeilles de la ruche ont observé avec attention ces abeilles messagères. Les scientifiques ont également marqué d'un point les abeilles qui observaient la messagère marquées d'un point, et celles qui observaient les autres messagères furent peintes en fonction de la marque de ces dernières. Quelques minutes après, sont arrivées au premier récipient uniquement les abeilles marquées d'un point, au deuxième récipient celles marquées d'un trait et au troisième récipient celles marquées d'une croix. Ainsi, il fut prouvé que les abeilles dans la ruche ont trouvé la direction en fonction de l'information donnée par les abeilles messagères. Toutes ces explications sont des vérités sur lesquelles il est nécessaire de réfléchir avec attention. Comment est donc apparue cette étonnante organisation chez les abeilles? Un petit insecte qui n'a pas d'aptitude comme penser et raisonner, pourquoi endosserait-elle le rôle de messagère? Comment peut-elle penser qu'il faille chercher des sources de nourriture et informer ses amis de ces dernières? Même si elle pense à cela, comment peut-elle développer une technique de danse informant les autres abeilles à la fois de la direction et de la distance de cette source? Comment les abeilles de la ruche peuvent-elles retirer une signification des vibrations et des mouvements complexes du corps de l'abeille messagère? La théorie de l'évolution de Darwin, qui prétend que la vie sur Terre est apparue avec des hasards, est sans recours devant ces questions. Car chacune de ces caractéristiques magnifiques des abeilles montre que ces dernières leur ont été données par leur unique créateur. Allah a créé les abeilles et leur a inspiré leurs devoirs. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi de cette vérité. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis, mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort un breuvage aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. La migration miraculeuse du monarque. Une variété de papillons qui vit au sud du Canada possède un des procédés de migration les plus intéressants du monde. Ceux-ci sont les célèbres papillons monarques. Comme tous les autres papillons, chaque monarque vient au monde après une série d'étapes qui se suivent parfaitement. D'abord, le monarque mère dépose ses œufs sur une plante. Les petites larves qui sortent des œufs
se nourrissent un certain temps avec les fleurs et se transforment en chenilles. Ensuite, ils se font un nid fermé qu'on appelle cocon. Le cocon du monarque est tout à fait une merveille de conception. Il est attaché à une branche d'arbre avec un lien fin mais très solide. Après un certain temps, cette chenille, qui subit une transformation à l'intérieur du cocon, va lentement sortir dehors. Avec une nouvelle création, il est devenu un papillon magnifique. Ses ailes, qui sont d'abord à plat, se remplissent avec le sang qui est pompé. Le monarque est désormais prêt à voler. Il y a une particularité très intéressante qui différencie les monarques des autres variétés de papillons. En une année, vivent exactement 4 différentes générations de monarques. Les 3 premières de ces générations ont une vie moyenne de 5-6 semaines. Seulement, la 4e génération est très différente, car cette génération va effectuer un voyage migratoire qui va durer environ 8 mois et elle va rester en vie jusqu'à l'accomplissement de ce voyage. La migration commence des différents lieux de concentration de monarques dans le sud du Canada et progresse vers le sud. Un groupe arrive en Californie et un autre groupe, en descendant plus au sud, arrive au Mexique. C'est intéressant. Comme s'ils avaient reçu l'ordre d'un seul centre, différents groupes de monarques se retrouvent au milieu du chemin et continuent la migration ensemble. Et le commencement de la migration des monarques fut planifié d'un seul centre. Les papillons ne prennent pas la route à un moment quelconque, mais juste la nuit de l'équinoxe d'automne, quand la nuit a une durée égale à celle du jour. Après avoir volé pendant 2 mois, ils arrivent dans les forêts chaudes du sud. Les millions de papillons monarques couvrent les arbres tel un tissu. Ici, de décembre à mars, les monarques ne mangent rien pendant 4 mois. En poursuivant leur existence avec les stocks de graisse dans leur corps, ils boivent uniquement de l'eau. Les fleurs qui commencent à éclore au printemps sont importantes pour les monarques. Après une attente de 4 mois, pour la première fois, ils vont se faire un festin de nectar. Désormais, ils ont stocké l'énergie nécessaire pour le retour en Amérique du Nord. Vers la fin de mars, ils s'accouplent avant de prendre la route. Le jour même de l'équinoxe de printemps, la colonie commence à voler vers le nord. Ils accomplissent leur voyage et ils meurent peu de temps après être arrivés au Canada. Seulement, avant de mourir, pour la continuation de leur lignée, ils mettent au monde la génération nécessaire. La génération qui vient de naître est la première de l'année et elle va vivre environ 1 mois et demi. Plus tard, les 2e et 3e générations. Lorsqu'on en vient à la 4e génération, la migration va encore commencer. Cette génération va à nouveau vivre 6 mois de plus que les autres et la chaîne va ainsi continuer. Cette migration magnifique amène à se poser de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une de chacune des 4 générations naisse de manière à vivre 6 mois de plus? Cette génération qui vit longtemps, comment se fait-il qu'elle coïncide toujours au mois d'hiver? Comment se fait-il que les papillons commencent la migration juste le jour de l'équinoxe et qu'elles réussissent à faire ce fin calcul? Comment la génération de monarques nouvellement née connaît-elle les routes migratoires qu'elle n'a jamais empruntées auparavant?
Tout ceci montre que les monarques furent créés selon un plan migratoire parfait et qu'ils se conforment au plan à la lettre. S'il y avait eu la moindre erreur dans le plan, les monarques n'auraient pas pu accomplir la migration. À ce moment-là, tous les papillons seraient morts durant cet hiver et la génération des monarques aurait disparu. Il est clair que ces êtres vivants furent créés de manière spéciale et la migration extraordinaire qu'ils réalisent chaque année leur a été inspirée. Quant au propriétaire de cette création magnifique, c'est Allah le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux et de la terre, le Créateur et le Maître de tous les êtres. Une machine de vol parfaite, la libellule. Les êtres humains se sont beaucoup efforcés pour trouver les moyens de voler. Environ 100 années sont passées de la construction du premier avion à aujourd'hui. Des avions, dans des milliers de modèles différents, ont été développés. Des dizaines de milliers de scientifiques ont travaillé pour faire des machines qui volent encore mieux. Au bout du compte, sont apparues les magnifiques machines de vol utilisées aujourd'hui. Voler est une grande force. Seulement, plus cette force est maîtrisée, plus elle est efficace. Rester en l'air lorsque c'est nécessaire, ou bien faire un atterrissage au point voulu, est au minimum aussi important que voler. Eh bien, c'est pour cette raison que les êtres humains ont développé une machine de vol à haute manœuvrabilité, l'hélicoptère. L'hélicoptère peut rester suspendu en l'air. Il peut faire un décollage et un atterrissage vertical. En particulier, dans le domaine militaire, en raison de l'avantage qu'il procure, des budgets illimités sont alloués pour les recherches concernant la conception de l'hélicoptère. Seulement, les dernières recherches effectuées ont exposé une vérité très étonnante. Lorsque la technologie de vol des hélicoptères d'aujourd'hui est comparée à celle d'une très petite machine vivante, elle reste très primitive. Cette machine de vol vivante est la libellule. Le système de vol des libellules est une vraie merveille de conception et aucune machine construite par les êtres humains ne possède une technologie de vol aussi élevée que celle de la libellule. Pour cette raison, la conception du dernier modèle Sikorsky, l'éminent hélicoptère du monde, fut réalisée en prenant comme exemple la libellule. Dans ce projet, la firme IBM, qui a aidé à la conception du Sikorsky, a téléchargé la photo de la libellule dans un ordinateur spécial, lequel fut fabriqué pour ce travail. Après, en considérant les manœuvres de la libellule en l'air, des milliers de croquis furent réalisés par ordinateur. Ensuite, en prenant comme exemple la technique de vol de la libellule, le modèle Sikorsky fut révélé. En résumé, une conception de très loin supérieure à ce qu'a planifié l'être humain se trouve dans le corps d'un tout petit insecte. Les techniques de vol de la libellule et la conception dans ses ailes montrent à l'être humain une vérité manifeste. Ce petit être vivant est un miracle de la création qui nous montre l'art d'Allah. Sur le corps de la libellule, il y a deux paires d'ailes disposées en oblique. Cette disposition lui donne la capacité de manœuvrer très rapidement. Dans un temps très court, la libellule peut atteindre les 50 km/h, ce qui est une vitesse étonnante pour les insectes. Quant à la vitesse des athlètes qui courent le 100 mètres aux Jeux Olympiques,
elle n'est que de 39 km à l'heure. Une autre condition pour bien voler est de bien voir. Si le vol n'est pas appuyé avec un système de vision parfait, ce sera extrêmement dangereux. Pour cette raison, les avions et les hélicoptères modernes possèdent des systèmes de vision avancés. Et la libellule est équipée d'un système de vision très supérieur. La libellule a exactement 30 000 micros-yeux. Chaque œil voit un point différent. Les informations venant de ces yeux sont transmises au cerveau de la libellule qui effectue des opérations tel un ordinateur. Grâce à ce système, la libellule possède une merveilleuse aptitude à voir. Quant à la capacité de manœuvre de la libellule, elle est plus avancée que l'hélicoptère le plus développé. Par exemple, avec une manœuvre qu'elle fait au dernier moment, elle évitera de heurter un camion qui vient à grande vitesse en sens contraire. La libellule est maintenant face à face avec un double piège. Elle doit à la fois éviter de heurter le pare-brise de l'automobile qui vient d'en face et fuir le rapace qui veut la chasser. Et elle réussit cela avec une manœuvre très habile. Une des difficultés que rencontrent les pilotes qui sont obligés de faire des manœuvres fréquentes, c'est de déterminer la position de l'avion par rapport au sol après la manœuvre. Si après la manœuvre, le pilote s'en mêle, ne serait-ce qu'un instant, sur le fait de savoir laquelle est la position haute et laquelle est la position basse, l'avion peut tomber. Contre ce danger, les techniciens ont développé un appareil spécial. Cet appareil, qu'on appelle le gyroscope, montre au pilote une ligne d'horizon artificielle. Le pilote compare cette ligne avec la vraie ligne d'horizon et détermine la position de l'avion à l'instant même. Depuis des millions d'années, la libellule utilise un appareil semblable à celui développé par les techniciens. Une ligne d'horizon artificielle fut tracée devant les yeux des libellules. Peu importe avec quel angle vole son corps, grâce à cela, il maintient sa tête constamment parallèle à la ligne d'horizon. Lorsque lors du vol, le corps de la libellule change de position, les duvets entre sa tête et son corps sont stimulés. Les cellules nerveuses, qui se trouvent à la base de ces duvets, envoient des informations aux muscles de vol concernant la position aérienne de la libellule. Et par ce moyen, les muscles de vol règlent de manière automatique la vitesse du battement des ailes et leur nombre. Ainsi, même au cours des manœuvres les plus difficiles, la libellule ne perd jamais la direction et le contrôle de son vol. Ce système est une vraie merveille d'ingénierie. Eh bien, sur ce point, le devoir qui incombe à une personne possédant l'intellect, c'est de réfléchir. La libellule est un insecte qui n'est même pas au courant des systèmes extraordinaires qu'elle possède. Qui donc a installé dans le corps de cet insecte les systèmes de vol complexes que même les ingénieurs les plus habiles prennent en exemple? Qui a donné à la libellule les ailes parfaites, les moteurs qui font fonctionner ces ailes, le système de vision supérieure? Cette conception magnifique, l'œuvre de qui est-elle? La théorie de l'évolution de Darwin, qui a tenté d'expliquer la vie avec les hasards, est silencieuse devant ces questions, car il est impossible que les systèmes dans le corps de la libellule soient apparus par voie d'évolution, c'est-à-dire avec les hasards et étape par étape. La raison de cela est que pour la vie de l'être vivant, tous les systèmes doivent exister en même temps et de manière intégrale. Et il fallait que la première libellule sur Terre apparaisse avec ses mécanismes parfaits d'aujourd'hui.
Et en effet, les registres de fossiles qui nous instruisent sur l'histoire de la nature confirment cette vérité. Les registres de fossiles montrent que les libellules sont apparues soudainement sur Terre. Ce fossile de 320 millions d'années appartient à la plus ancienne libellule connue. Dans les strates, contenant les fossiles des périodes antérieures, il n'y a aucun insecte semblable à la libellule. Plus encore, les registres de fossiles montrent aussi que depuis le jour où elle est apparue jusqu'à maintenant, la libellule n'a subi aucune évolution. Les plus anciens fossiles de libellules et les libellules qui vivent de nos jours sont entièrement identiques. Entre le fossile de libellule de 140 millions d'années que vous voyez en ce moment et son congénère vivant installé à ses côtés, il n'y a aucune différence. Ces vérités prouvent encore une fois l'invalidité de la théorie de l'évolution et montrent comment furent créées la libellule ainsi que tous les autres êtres vivants sur Terre. Tous les êtres vivants ont été créés par Allah le Tout-Puissant, qui est le Seigneur des univers, et chaque être vivant est une preuve de son existence. En dehors d'Allah, aucune force ne peut créer, ne serait-ce qu'une seule mouche. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi de cette vérité. Ô homme, un exemple vous est donné, écoutez-le. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche, même quand il s'unirait pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont faibles. La réalité de la création. Les êtres vivants que nous avons examinés tout au long de ce film ne sont que quelques-uns des miracles de la création dans la nature. En fait, tous les êtres vivants dans la nature ont été équipés avec des caractéristiques merveilleuses et chacun est une preuve qui montre la puissance et l'art d'Allah. Ce qui est important, c'est d'être capable de voir cette création magnifique dans la nature et en comprendre le but. Allah veut de nous que nous réfléchissions sur la création et que nous en tirions des conséquences. Voici ce qui est proposé dans un verset du Coran. Dit, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Puis, Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent.